Alors du coup là on va parler, on va reparler un peu des foils et des planches. Alors tu vois moi j'ai testé l'Enduro 1600 GLT en océan et Ouais. j'ai vraiment beaucoup de mal à me stabiliser. Alors ma planche elle fait 19 de large Mhm. l'épaisseur 7,65 pouces d'épaisseur. Tu vois j'ai pas de pont creusé. Alors du coup la 1100 Enduro elle me semble beaucoup plus facile. Bah, Tu elle est plus vois. facile à gérer, hein. Ouais. C'est lié à, J'arrive à la rattraper. Tu vois. ouais, c'est plus facile de gérer l'envergure d'un 1100 que d'un 1006, hein, c'est sûr. Après, bah, l'importance du 1006, il y a des cas de figure où elle te sert à quelque chose. Ouais. Donc, en gros, si tu es dans les conditions, si le décollage n'est plus une problématique, ben, une fois en l'air, tu seras en général mieux avec un 1100 qu'avec un 1006. Sauf si c'est méga light, s'il n'y a pas de bump ni rien et qu'il faut pomper pendant longtemps, ben, tu seras mieux en 1006, hein. Ouais. Mais les foils, il y a clairement des conditions dans lesquelles rider un gros foil, c'est compliqué, Mm. c'est sûr. Et après moi tu vois comme Alors que du coup. le 1600 d'euros, c'est un foil qui est hyper facile à contrôler par rapport à des foils équivalents, pour le coup. C'est vraiment un foil qui est manœuvrant, qui est facile à contrôler. Donc, Ouais. ça, c'est juste lié à. Bah, c'est un grand foil, en fait, en gros, tout Bah, simplement. c'est le roulis. Donc, Ouais. c'est ça. Pour moi, en tout cas, mon problème, c'est le roulis. Je reste Mais il a bloqué, tu vois. Et pour le eh ben, rattraper, alors que c'est certainement le foil le plus maniable de cette catégorie, ouais, l'Enduro 1006. ouais. Il est vraiment dans le haut du panier. Tu sais, quand tu l'essayes en dog start avec des gens, quand ils l'essayent, ils hallucinent. Ah oui, 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 non, mais ça, je te C'est un foil confirme. qui tourne beaucoup. Je te confirme, mais c'est vraiment, moi, c'est juste en équilibre, hein. J'arrive pas encore à la phase de décollage. Mais c'est vrai qu'en équilibre, avec ma grosse planche, et ça rejoint ce que tu dis, tu sais, par rapport à la largeur des La planches. plante, ouais. Et peut-être aussi du fait que mon pont est. Enfin, l'épaisseur de la planche aussi, j'ai énormément de roulis naturellement Ouais, avec bien ma sûr. planche. Et Mhm. du coup, c'est C'est vrai là. que j'ai du mal à le récupérer, En quoi. fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand tu élargis un peu les planches, tu as tendance à pouvoir te permettre, à litrage égal, tu réduis l'épaisseur. Ouais. Aussi, plein dessus, ça joue aussi. 19, c'est une largeur qui est jouable au 1600 enduro, il n'y a pas de problème, hein. Ça fonctionne. D'accord. Ah, même moins, hein. C'est juste qu'il faut comprendre que c'est plus facile d'avoir du contrôle avec une plateforme qui est un peu large Oui. pour gérer des fois la très grande envergure. C'est logique. Mm. Quand tu as le niveau pour, après, au bout d'un moment, tu peux tout compenser, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Je peux te dire tout et son contraire, tout est faisable. Mm. Mais si tu veux faire un ensemble cohérent, bah oui, au bout d'un moment, les très grandes envergures, elles ont leurs limites. C'est pour ça que les bons les utilisent que dans des conditions où il y a vraiment lieu de les utiliser, parce que bah ils ont leurs limites aussi, c'est normal dans certains domaines. Ouais, ça rejoint exactement ce que tu disais sur la cohérence en fin de compte. Exactement. On n'a pas évoqué les stabs, la longueur des fuselages et la taille des mâts. Qu'est-ce que tu conseilles pour un débutant? Moi, autour de 80 pour les masses, c'est une bonne taille universelle. Ouais, C'est le ratio entre la marge de manœuvre et puis être bien connecté avec l'avion aussi. C'est-à-dire que plus on a un mât qui est grand, bah, plus il y a de bras de levier. ouais. Ça complique le contrôle à basse vitesse, ça augmente le contrôle à haute vitesse, mais la haute vitesse, quand on débute, tu n'en as pas. De toute façon, comme ça, c'est réglé. Mm. Donc, il n'y a pas lieu d'aller plus de 80 pour débuter. Idéalement, si quelqu'un a que 1,85 m, c'est complètement faisable de débuter avec, hein, Ouais, mais c'est pas plus facile, c'est le contraire. d'accord. Et taille de fuselage, il faut être sur des fuselages relativement fuselage standard chez nous, hein, pas fuselage trop court, parce que la stabilité au pitch, la stabilité longitudinale, elle est Ouais. importante quand même. Il faut quelque chose qui soit pompable, bien évidemment, mais qui développe assez de stabilité pour pas se faire désarçonner à la moindre accélération. En downwind, on peut vite avoir des vitesses d'évolution qui soient assez élevées, mine de Mm. rien, parce que ben on est pas tout près du bord, donc en général la houle se déplace un peu plus vite. Donc il faut prendre en considération qu'on va être sur des vitesses potentiellement assez élevées, même avec des voiles un petit peu gros. Donc du coup, il vaut mieux aller chercher un peu de stabilité Ah, avec le fuselage, sachant que si on met des fuselages trop courts, ça oblige à mettre des stabilisateurs plus gros pour compenser, mhm. qui eux ont plus de traînée que des stabilisateurs qui vont être de taille moyenne et qui du coup vont affecter le pumping en fait aussi quelque part. Donc il y en a plein qui vont se dire qu'un fuselage court pompe mieux qu'un fuselage Ouais. plus long. C'est pas tout le temps le cas, mais il faut prendre en considération aussi la taille de stabilisateur qu'on va être obligé de mettre quand on met un fuselage court. Pour avoir le même niveau de stabilité qu'avec un fuselage un petit peu plus long, il faut mettre un stabilisateur plus gros. D'accord. Ok. Donc, c'est un bon entre. Voilà, faut chercher quelque chose de cohérent, comme je disais tout à l'heure. Pas en train de dire qu'il faut mettre des tout petits stabs pour débuter, hein, c'est tout sauf ça, hein. Mais Ouais. faut ni un fuselage court. Bon, pour moi, c'est un fuselage standard chez nous. Ouais. Après, position avancée ou reculée sur le fuselage, pourquoi pas, ça on peut explorer, il n'y a pas de problème, selon les conditions. Et il y a des conditions dans lesquelles la vivacité au pumping elle est intéressante à exploiter, puis il y a des conditions dans lesquelles cette vivacité, tu n'en veux pas trop, c'est plus de la stabilité. Donc ça, c'est dépendant un peu des conditions. Si y a beaucoup de pumping, d'aller chercher une position avancée du stab, ça a du sens. Si c'est plus du pumping à faible amplitude, de haute vitesse, dans ce cas-là, il n'y a pas un énorme intérêt à l'avancer. On peut l'avancer, mais il n'y a pas un énorme intérêt. On peut aussi le reculer et avoir des meilleurs résultats. Alors tu vois, moi j'avais découvert avec mon fuselage, moi j'étais en cours Ouais, et j'arrêtais pas de marsouiner avec la planche, j'arrêtais pas de faire bien sûr. ça.
Et je me suis dit, bon, allez, je vais faire un tel, je vais reculer. Et là, j'ai gagné une stabilité incroyable et je me suis dit, en fin de compte, qu'il fallait, je pense, adapter la longueur du fuselage à la planche. Parce que quand tu as une longue planche, tu as un bras de levier plus important. Ouais, c'est le cas, ouais. C'est Et du vrai. coup, il faut le compenser en augmentant la longueur du fuselage. Attends. Le fuselage court, chez nous, il réduit le glide, en fait, hein. Faut pas oublier il y a des contreparties négatives au fuselage court. T'enlèves du glide, alors que le glide en subfoil, enfin en downwind, on en a besoin, clairement. Donc, de D'accord. manière générale, c'est plus les fuselages courts, ils ont plus d'intérêt pour générer de la vivacité au pumping, mais tu sacrifies un petit peu de glide. Donc, c'est intéressant pour les grandes surfaces, parfois, dans certaines applications. C'est loin d'être indispensable. Et en downwind, le fuselage standard, il apporte plus de glide et de plage basse, et ce qui est assez intéressant quand même de manière générale pour ce genre d'activité. Et ça, c'est sûr. Ouais. Du coup, pour les stabs, tu conseilles quoi? Moi, je suis en cruiser 245 là pour l'instant. Ouais, ça fonctionne. Il y a aussi le Silcacha 43 qui marche Ouais, très bien. Ou un gros U-Carb dans les nouveaux stabs, un gros U-Carb 160. d'accord. Ça aussi, ça marche. Voilà, plus ton stab est gros, plus il va y avoir un peu de traînée aussi. Donc, dans les mini-mini, ben oui, ça marchera. Mais en général, la règle, c'est que quand tu as un stab qui est plutôt un peu gros par rapport à ta front wing, il vaut mieux l'avancer sur le fuselage. Il y a Ouais. les deux positions. Ça a du sens. S'il est plutôt un peu petit par rapport à ta front wing, tu peux te permettre de le reculer, ça va compenser un peu. Est-ce qu'un stab avec un gros ratio sera aussi stable, par exemple, qu'un cruiser 245? Oui, mais pas aux mêmes vitesses. Donc, un D'accord. stab 245 sur des vitesses un peu élevées, il n'est pas stable. D'accord, ok. C'est pas son rôle. Il est fait pour être stable dans une strate de vitesse qu'on considère être celle utilisée par ce genre par le type de client de stab 245. Les grands U-Car, les grands U-Glide 43, toutes ces catégories de stab, de grands stabs un peu perf, Ouais, eux, ils vont avoir une vitesse d'évolution idéale qui va être un peu supérieure. Mais du coup, une meilleure d'accord. stabilité dans les vitesses un peu supérieures. Oui, ils ont une plage, en fait, de vitesse, en gros, quoi. Exactement. Ils ont Ouais. tout à une plage de vitesse. Tous les foils ont une plage de vitesse idéale. Mm. Dès que tu en sors, c'est moins bien. Mais tu peux créer un déséquilibre, du coup, si tu mets un gros Complètement. stab sur une front. Il y a un stab, même un stab perf, si tu sors de sa vitesse de ride idéale, il va développer beaucoup de traînée, quel que soit le stab, D'accord. hein. Ouais, ouais. Et pareil, pour un stab pas perf, tu demandes de la perf à un stab pas perf, bah, il va commencer à brouter, mais sévère. Vraiment, tu vas avoir beaucoup de traînée. D'accord, ok. Ça vaut pour toutes les marques, tous les foils, c'est la même règle, hein. Alors, tu vois, tout à l'heure, on a évoqué les shapes des planches AFS. Tu dirais que c'est quoi le point qui les distingue le plus par rapport aux autres marques de planches? Bah, les ponts rabaissés, on Ouais. était une des premières marques à faire des ponts rabaissés, hein. Mm. C'est un petit casse-tête, c'est vraiment beaucoup plus de boulot à plein de niveaux et ça présente vraiment de l'intérêt à plein de niveaux aussi. C'est pas parce que c'est une planche à pont rabaissé que c'est une bonne planche, hein, ça vient pas c'est pas le paramètre unique, hein, bien évidemment, Ouais. mais ça combiné à un bon shape et là tu as à peu près quelque chose qui est optimisé à tous les niveaux. Tu as le confort du litrage généreux sans les inconvénients. Ouais, d'accord. Quand même pas mal. Ouais, bah, j'avoue que c'est pas mal. Mhm. Donc en gros, c'est comme si tu étendais la plage d'utilisation d'une planche d'une certaine manière. Ouais. C'est pour ça que la plupart des marques le font, hein, plus ou moins, mais c'est cohérent, hein. Tu veux pas être trop éloigné de ton foil. Ça n'a jamais été mieux d'être éloigné de ton foil que de Ouais. pas l'être, mais tu veux du volume malgré tout pour te générer du confort à la rame, une assiette de planche qui soit convenable, etc., etc. Donc après, c'est la répartition de volume, c'est là où est le casse-tête en fait. Il faut réussir à avoir du volume dans des endroits où c'est pas gênant d'en avoir Ouais. et faire en sorte que dans ces endroits-là, eh ben, ça t'encombre pas non plus. Donc, c'est assez complexe. C'est vrai qu'il y a deux types d'approches. Il y a le pont récesse, le pont creusé, et il y a aussi des marques qui creusent directement la carène, qui rabotent la carène Pour, pour être proche du centre de gravité, pour améliorer la ouais, stabilité, oui, tu vois. mais pour le coup, rapprocher la carène, malheureusement, ça fait des steps. Bon, d'ailleurs, ils en sont Ouais, tous revenus. C'est plus ça. ouais, Alors, quand tu as des petits décrochages en carène, c'est pas pour rapprocher nécessairement le foil des pieds, hein. C'est souvent pour. Nous, on le faisait, c'était pour enlever la traînée. d'accord. On le fait sur certaines planches pour enlever la traînée de la platine Hmm. Ouais, du mât. ouais, ouais, c'est Parce que les intéressant. platines de mât sont plus épaisses. Mais c'était fait plus pour ça. D'accord. Mais le rapprochement significatif des pieds, il y a KT qui l'avait fait à une époque, mais ils ont Hmm. arrêté. D'accord. Ils ont arrêté parce que c'est un peu particulier. Ça faisait vraiment une planche qui pouvait basculer sur un step comme ça. On a déjà eu des planches comme Ouais. ça aussi dans le Oui, passé. il y avait la Voilà, Gingsu, là, Gingsu, c'est je sais ça. pas quoi, là, qui Voilà, était exactement. vraiment. Mm. Ouais. Et du coup, alors, pour en revenir aux planches AFS, tu dirais que c'est quoi la différence entre une Whitebird Downwind et une Blackbird V3 en termes Bah, de
de non, shape, de sensation. les, les Blackbird V3 sont plus étroites. Il y a les V4 qui vont pas tarder à arriver maintenant. Ouais. On a des planches qui sont plus étroites en moyenne. Mhm. En construction en carbone, Made in France, c'est pas le même prix, hein. Ouais. Et on a recherché un petit peu, à cote égale, entre guillemets, on allait chercher un petit peu plus de perf, entre guillemets, sur la version Blackbird. Ouais. De toute façon, il y avait toutes les cotes perf, elles étaient sur les Blackbird et non pas sur les Whitebird. Sur les Whitebird, on considérait que c'était vraiment une application freeride pure et dure. Non pas que tu peux pas faire de freeride avec les Blackbird, hein, au contraire, mais on va dire que pour tous les gens qui avaient une démarche un peu plus perf, compétition, etc., etc., de toute façon, c'était dans les gammes Blackbird qu'il fallait aller, parce que c'est là où D'accord. on allait chercher les cotes un peu perf, en fait, entre guillemets. Ouais, et puis il y a plus de personnalisation, j'ai l'impression, en termes de dimension Ouais, sur ouais, les parce que c'est les planches Blackbird. qu'on fait à la demande. Donc en gros, les Blackbird sont faits à la demande en France, sont Ouais. fabriqués à la commande, alors que les Whitebird, c'était des planches stock, entre guillemets, qu'on fabriquait. Donc on a limité le nombre de tailles. On s'est dit que ça allait être une application freeride et plus polyvalente, entre guillemets, que des codes très spécifiques de Blackbird un peu perf. Pour le particulier, vous proposez pas des dimensions custom pour du Non, on Blackbird? fait pas nous parce que bah, après ça peut être sans fin en fait en gros Ouais. après et tu peux presque un petit peu après t'éloigner de ce que tu sais qui fonctionne sur ton chef. Tu vois. Tu peux vite te retrouver à avoir de temps en temps des mauvaises surprises. C'est pas infaisable, hein, mais Ouais. techniquement on le fait pas. On propose assez de variétés de codes. Théoriquement la plupart des gens s'y retrouvent. Donc D'accord. on évite de trop faire de cas particuliers pour ça. Oh, j'imagine que ce sont des cotes que vous avez testées, qui sont assez homogènes au final. Ah oui, oui. Ouais, de toute façon tout le monde se retrouve avec les mêmes codes à peu près. Alors du coup, est-ce que la Whitebird peut servir de première planche de downwind ou alors est-ce qu'elle reste un step-up après une planche plus Non, généraliste? ça peut même être une planche définitive hein, de Darwin. D'accord. Tu as une application freeride. La limite d'une whitebird, c'est si au bout d'un moment tu veux vraiment réduire en largeur de planche Ouais. pour aller sur des 16 de large ou quoi que ce soit, pour faire de la course ou pour aider des tout petits foils, bah là oui, ce sera mieux avec une blackbird un peu plus étroite. Ou non, Blackbird, ça marche très bien. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de la Blackbird, de la V2 par rapport à la V3? Et si tu m'as parlé d'une V4, je sais pas si tu peux en parler, mais Ouais. Si, bon, en gros, bah, V1, on est sorti il y a un petit paquet de temps, hein. C'était la première mid-length du marché. ouais, Peu de choses près, la V1. C'était les ouais, je 6,2 me par rappelle. 21, 6,4 par 23. Superboard. Et superboard pour le downwind déjà à l'époque, hein, mais après, c'était aussi bien évidemment une superboard hybride, hein. Ça allait vraiment un peu. C'était une des boards qui a initié un petit peu cette tendance mid-length, mine de rien. Hmm. Et V2, on était parti sur des cotes un peu plus longues, naturellement, avec une carène un peu dans le même esprit, mais des cotes quand même plus étroites et plus longues. V3, on avait beaucoup bossé la carène. On était toujours continué à rallonger un petit peu les planches. On a été chercher des carènes qui soient plus stables, avec des arêtes un peu plus marquées. Ouais, Tout ça, c'était déjà du recess deck hein, depuis le début, hein, ouais, dès la V1. Et sur la V4, on a été incorporé, on avait déjà du kick, etc. sur les V3 et même sur les V2. Mais là, on a été incorporé un kick plus prononcé qui arrive plus tôt. En fait, on suit l'évolution aussi des foils en fait, de cette catégorie de downwind. En fait, d'accord. dont l'exigence a augmenté au fil du temps en termes de nécessité d'avoir des planches qui soient rapides, qui aient des carènes vraiment rapides pour démarrer plutôt des plus petites tailles. Et la démarche a été aussi d'avoir des planches qui soient longues, enfin en gros relativement longues, 8,2, 8,6, mais peu encombrantes sur l'eau. Donc ce kick, plus prononcé qu'auparavant, avec un outline plus pincé, il a pour effet de limiter l'encombrement au démarrage et en l'air de la planche, en l'air au pumping aussi notamment, ou sur l'entre-deux. Hein. Entre le démarrage et en l'air, bah, y a une phase de pumping où tu n'as pas envie d'avoir une planche qui talonne, en fait, en gros, qui tape un peu de l'arrière, qui pourrait le freiner. Et bah, là, on a vraiment réussi à trouver, je trouve, un très bon compromis entre la glisse de la planche, son accessibilité au démarrage, hein, tout simplement, quel que soit le plan d'eau, des plans d'eau très agités. Donc, on a le compromis stabilité-glisse qui est vraiment très bon. Il faut savoir qu'une planche, ben, en général, tu as toujours un peu un trade-off entre la stabilité et les propriétés de glisse. Les carènes les plus glissantes ne sont pas les plus stables, D'accord. par définition. Il y a une histoire de surface mouillée, en fait, en gros. Hmm. Ah, je Et vois. donc, du coup, on essaie de vraiment mettre les curseurs au bon endroit pour que la planche soit la plus stable possible, de par son outline, la répartition, où est la largeur maximale de la planche, etc., etc. Et son rocker aussi, pour qu'il matche bien le berceau des bumps, entre guillemets. Savoir qu'une planche un peu trop tendue, elle ne sera pas nécessairement plus stable Hmm. dans les bumps. C'est quasiment même l'inverse, ça va enfourner un peu à droite et à gauche, ça va être dur à gérer. Hmm. Donc là, on fait des planches qui sont plus bananées qu'auparavant, mais tout en ayant un niveau de stabilité qui est plus que satisfaisant et qui ont des propriétés de glisse bizarrement très très bonnes pour des planches aussi bananées. Ah, Donc on vous a avez trouvé retravaillé un un peu. compromis, quoi. Ouais. Tout est un compromis.
compromis, mais là, pour le coup, il y a eu un gros step de passé. En construction, on a vraiment réussi à alléger les planches. On a des nouveaux process de fabrication, là, du coup, qui nous permettent d'alléger les planches. D'accord. Ouais, c'est très fiable. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a une tendance au holo. Ouais, Est-ce que ça je va dans ce connais. sens ou... Non, alors en effet, c'est marrant que tu me dis ça. Ouais, Moi, je suis un peu un fan de toutes les nouvelles techno, etc. Ça me plaît vraiment, hein. ouais, Toutes les formes d'évolution, je suis le premier à jumper dedans. Mais je suis pas un grand convaincu du holo. ouais. Alors, j'ai eu quelques petites expériences avec. J'ai déjà essayé, hein, donc je peux en parler en connaissance de cause. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise techno, mais moi, j'y vois quand même pas mal d'inconvénients, mine de rien. En tout cas, pour l'application de Darwin, j'y vois des inconvénients. Ouais. Parce que si tu as le malheur de faire un pet à ta planche, Ah que oui. tu en marches pas tout le temps, et ben, elle va se remplir d'eau. Ah, là, tu peux être niveau sécurité, c'est zéro, quoi. Alors, oui et non, parce que oui, bon, le temps qu'elle se remplisse complètement, il va se passer un peu de temps, mais en tous les cas, ça suffira pour t'empêcher de redécoller, ça c'est sûr. Ouais. Et t'empêcher de redécoller sur une activité sur laquelle le décollage est un peu le nerf de la guerre, je suis pas un grand J'avoue. fan. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que de faire des planches légères, il n'y a pas que le holo qui te permet de faire des planches légères. Voilà. D'accord. Si le holo te permettait d'être 2 fois plus léger qu'une planche lambda pour le même prix, voilà, je pense que honnêtement, même au niveau sécurité, je serais prêt à faire des sacrifices, tu vois. Pour ma pratique perso, ne serait-ce que ça, tu vois. Ouais. Mais moi, si tu me poses la question, quand je me fais faire une planche à la boîte, Hmm. je leur demande pas de me faire une planche plus légère que la prod, en fait, hein. D'accord. Il n'y a rien qui m'a dit, il y a rien qui m'indique que plus léger, plus c'est léger, mieux c'est. Il y a des inconvénients à avoir une planche légère. Et ça, c'est, je pense, c'est ce que tout le monde oublie, en fait, dans l'équation. Il y a un sweet spot en termes de poids. Et en dessous de ce sweet spot, tu en découvres des inconvénients dans certaines conditions, dans les conditions musclées particulièrement. Ouais. Parce que tu perds en contrôle avec un setup trop léger. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut avoir des planches lourdes. Attention, hein, c'est pas se méprendre non plus. Mais il y a un sweet spot pour moi, une planche de Darwin entre, allez, sur des petits litrages, comme je peux rider, moi, entre 5 et 6 kilos, c'est très bien pour une planche de 100 litres. Pour des planches de plus, bah, jusqu'à 7 kilos, pour moi, c'est assez raisonnable. Si la planche, on me propose une planche à 4 kilos ou à 3 kilos, en fait, j'en veux pas, en fait, en gros. Hmm. Je veux pas d'une planche de 3 kilos ou même de 4 kilos, en fait, parce que je sais très bien, dans certaines conditions, de me faire trimballer par le matos. J'avais une planche qui était assez légère et juste en l'agréant, le nombre de fois où elle est tombée toute seule à cause du vent, pareil, si je chutais, quand il y avait trop de vent, elle avait tendance limite à Ouais. rebondir. Et c'est un Mm. truc à se prendre un coup de foil ou sur soi ou sur le matos ou sur l'aile ou sur la wing. C'était surprenant. Ouais. C'est des Mm. trucs auxquels on pense pas. Non, c'est sûr. Et puis il y a des conditions, même en termes de performance, d'avoir une planche légère, c'est pas tout le temps mieux pour tout. En fait, dans les conditions un peu musclées, bah, l'inertie d'une planche un petit peu plus lourde, Ouais. elle sera meilleure qu'avec une planche un peu légère. L'inertie, des fois, c'est de la stabilité en plus. Les guns de grosses vagues, que ce soit en surf, en planche à voile ou en plein d'autres trucs, en général, c'est des planches qui sont un peu plus lourdes, volontairement, pour générer de la stabilité. Tu penses qu'il y aurait peut-être aussi une histoire de prise au vent en navigation ou Oui, peut-être que tu serais plus chassé oui, par le mais vent? t'as tout ça. Alors, on parle bien dans du vent fort, hein. Hmm. Et je le répète, je ne suis pas en train de dire qu'il faut des planches lourdes, hein. Ouais, C'est pas ça. Mais en gros, une technologie classique carbone, comme on sort, elle permet d'atteindre des poids qui sont dans ce sweet spot à mes yeux, d'accord. pour beaucoup moins cher qu'avec une planche holo, en fait. Donc, Hmm. si la planche holo était au même prix qu'une planche normale, peut-être que j'aurais un discours qui pourrait être un peu différent en me disant, dans certaines conditions, je trouve ça mieux, ce qui Ouais. est possible. Mais vu l'écart de prix et finalement le spectre de conditions dans lesquelles on peut considérer que c'est potentiellement un peu supérieur, en fait, ça m'intéresse pas. Hmm, d'accord. Alors, C'est, ouais. c'est pas des mauvaises planches pour autant, mais tu as le risque d'entrée d'eau quand tu mets un pet. Parfois, tu peux mettre un pet sous le pad, hein, tu ne vois pas. Ouais. Et j'ai déjà eu des petites expériences comme ça, je sais que c'est problématique. Je suis Ça, tu as d'accord, la c'est vrai. gestion des valves de décompression. Faut pas se tromper sur les valves de décompression aussi. Il faut bien les ouvrir, les fermer, etc. Tu as vite fait de faire une bêtise avec. Hmm. Même quand tu es du milieu depuis 30 ans, 3 mois. Oui, une erreur, ça peut arriver, hein. Donc c'est pas. Je comprends pourquoi les marques cherchent à dynamiser le marché avec ça, hein. Ouais, Je comprends d'où ça vient, mais non, je suis pas un grand convaincu. C'est pas quelque chose qui me fait rêver. Je n'y pense pas tous les jours. Voilà. d'accord. Alors du coup, là, on a parlé de la nouvelle Blackbird. Est-ce que tu peux nous faire un petit teaser sur le prochain matos à venir chez AFS? Est-ce qu'il y a une nouvelle Whitebird de prévu, par exemple? Non, pas pour l'instant, parce que ben, comme c'est un positionnement freeride, Ouais, les Whitebird, du coup, les paramètres en fait d'évolution par rapport à des folles méga perf, etc. Pour moi, ça rentre pas dans l'équation. Autant qu'une Blackbird dans les codes vraiment un peu perf, aille vraiment matcher le niveau d'exigence, de positionnement des boîtiers, de capacité de décollage des derniers folles perf, ça a tout le sens du monde. Tu es obligé d'avoir un ensemble cohérent. Autant pour une Whitebird, pour moi, c'est vraiment fait pour être utilisé avec des folles freeride et pas des folles de course. Et du coup, les folles freeride, on a les mêmes dans la gamme. Il n'y aura pas de révolution dans les folles freeride. C'est des
produits vraiment qui ont dans leur ADN la polyvalence, entre guillemets. Et donc la polyvalence d'une Whitebird, elle match très bien avec les foils freeride sur lesquels tu cherches un agrément d'utilisation maximale dans sa globalité. Tu veux du contrôle de la maniabilité, des performances bonnes aussi, bien sûr, hein, mais c'est une démarche qui est vraiment différente. Pour l'instant, je vois pas de d'évolution majeure à venir sur les Whitebird. Vous visez une sortie pour quel moment pour la nouvelle Blackbird? Ah, c'est bientôt, On parle. c'est genre fin du mois, je crois qu'on l'annonce. Moi, en fait, ce que je trouvais intéressant sur la Whitebird, c'est son placement budget, Bien tu sûr. vois. Ouais. Et Le ça, but du c'est jeu, hyper c'est de important. faire de l'accessibilité tarifaire et de niveau de pratique. C'est de Ouais. faire les deux. On fait tout le temps les deux, parce que quelqu'un qui débute, il a ni envie de se saigner au niveau budget, Mm. ni envie d'être trop en difficulté par rapport à l'activité. Donc, il faut les deux, tout le temps. On Ouais. ne fait pas de matos débutant avec des mailles UHM, etc. etc. Ça n'a pas de cohérence. Même quelqu'un qui a du budget ne commence pas par le matos méga haut de gamme. Il n'y a pas lieu. Ça n'a pas de sens. D'accord. Donc, c'est cette cohérence-là qu'on cherche à chaque fois. Et du coup, pour les foils, là, j'ai vu que vous aviez sorti les UHA 900, c'est ça? Non, Ultra 900 et Ultra. UHA, c'est Ah Armstrong. oui, je Nous, mélange c'est tout. Ultra. Ultra. Ça se ressemble. Mais Ultra 600, 750 et 900. D'accord, Ultra. Et du coup, il y a d'autres sorties de prévues ou là, c'est bon pour les foils, on est bien? Non, là, on a la dose, hein. Là, on a CQV2 qui vient juste de sortir. On a les Enduros là, qui battent leur plein, hein. Ouais. Clairement, c'est vraiment la diversité d'aspects ratio avec ce que ça apporte. Là, elle est dans toute la gamme, hein. Il y a les gammes Evo et Flyer, du coup, pour gamme évolutive pour les niveaux intermédiaires et la gamme Flyer pour les débutants. Après, on en a des folles de freestyle avec, enfin, le freestyle un peu race aussi là, dans la gamme pure. On a tout ce qu'il faut, hein. Et OHA. Tu dirais que l'Ultra 900, est-ce que par exemple, c'est en termes de taille, est-ce que ça serait similaire à un Enduro 1100? Ouais. Quelle est la différence ou alors peut-être un Enduro 900, quelle est la différence Non, entre un... c'est à peu près ça. C'est à peu près Enduro 1100 en termes de range. Ouais, Bah, le but du jeu, c'est de faire un foil, c'est de maximiser l'efficience du foil. Priorité efficience ouais, pour des clients un petit peu exigeants qui suivent déjà bien. Et donc, tu veux le foil le moins énergivore possible au pumping. En contrepartie, c'est moins stable qu'un enduro ou qu'un gros Evo, hein, bien sûr. Par contre, c'est ce qui va être le plus efficient, pompé avec pas mal de vitesse, y compris dans des conditions insignifiantes. C'est stabilité, l'efficience tu pure veux et dure. dire en tangage? Ouais, par exemple, D'accord, ouais, putain, c'est un foil il a une surface qui est modérée, ouais. mais une envergure qui est conséquente. Donc, du coup, bah, forcément, c'est pas un foil de débutant, clairement. Mais par contre, bah, quelqu'un qui a une technique de pumping correcte, c'est un des foils avec lesquels il pourra pomper le plus longtemps avec une vitesse élevée. Donc ça, c'est vraiment, tu dirais que c'est spécifique au downwind ou ça peut aussi marcher en Non, wing? ça marche aussi en wing, hein. En wing, Ouais, en light wing, tu grimpes aux arbres avec, hein, c'est abusé, hein. Tu remontes au vent. Bah, tu as beaucoup d'envergure, donc tu as un point d'ancrage dans l'eau qui est énorme. Donc ça remonte au vent, hein. C'est impressionnant, ça glide énorme. C'est le plus gros glide, hein. C'est les plus gros glides de la gamme, c'est les ultras. Donc ça glide beaucoup. C'est-à-dire que dans les transitions, tu as beaucoup de temps avant de changer de position de tes mains sur ta wing, etc. Parce que ça glide tellement, hein. Voilà, remonter au vent, c'est impressionnant. Tu peux passer des molles, même sur un lac au pumping, bah, vraiment sans dépenser beaucoup d'énergie parce que dans le retour dans les jambes, il est léger, malgré une belle vitesse de déplacement au pumping. Et parawing, pareil, ça remonte au vent énorme. Donc si tu veux te repositionner sur un downwind ou quoi que ce soit, bah, le upwind downwind avec ces foils-là, c'est impressionnant le niveau de performance que tu arrives à avoir. et au niveau Après, vitesse, tu dirais que c'est comment? c'est pas des folles qui sont des folles qui ont une belle vitesse de déplacement, c'est rapide, hein. Tu peux faire des compètes de Darwin avec Ouais. et être dans le haut du panier, hein. Ça dépend beaucoup du bonhomme qui est dessus, hein, pour être très franc. Hmm. Mais ça se déplace vite dans de la houle, même relativement plate, ça va aller très vite. C'est très efficient. Donc c'est D'accord. rapide. Pour être rapide après sur ce genre de produit, il faut descendre en taille en général, hein. Faut vite descendre sur 750, etc. Le 900, c'est un foil de conditions légères, vraiment. C'est pas un foil qui est fait pour aller dans les conditions musclées. D'accord. Parce que c'est un 900 AR14, donc Oui. c'est un Pro 900 d'une certaine manière. Un 900 équivalent à un Enduro 1100, voire même plus. Il serait plus rapide que l'Enduro 1100, tu dirais, ou... Au pumping, ça va pomper plus vite, oui. Non, Ouais. et en, Et en en downhill, VMAX? en Vmax, c'est pas très éloigné. D'accord, ok. Les Vmax, c'est pas la propriété numéro un des foils de downwind perte, enfin, c'est la D'accord. vitesse moyenne qui est la propriété numéro un des downwind perte. D'accord. Si tu veux de la Vmax, de toute façon, il faut descendre en taille, hein, t'as pas le choix. Il faut Ouais. descendre en taille de foil. Donc, les Vmax d'un Ultra 900, elles me préoccupent peu. Si je réfléchis Vmax, de toute façon, je vais descendre en 750 ou en 600. D'accord. Quand tu le mets, celui-ci, les Vmax, elles interviennent peu. C'est vraiment l'efficience au pumping, la vitesse moyenne, vraiment, qui est important. Ok. Alors du coup, on a quasiment terminé cette interview. Si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le Subfoil Downwind en 2026, ça serait lequel?
Bah, déjà, trouver le bon spot, s'entourer de gens qui sont dans la même démarche que lui. Pour Ouais. débuter, c'est toujours plus sympa de débuter à plusieurs, même si sur l'eau, quand on débute, en général, on n'est pas tout le temps en train de rider ensemble, hein. En général, on démarre pas tous au même moment, etc., etc. Mais c'est une bonne manière de se motiver. Y aller avec du matos approprié, des conditions adaptées, clairement. Donc, c'est toujours cet ensemble de choix du spot, choix du matos, choix des conditions. Ça conditionne, c'est une énorme partie du niveau de succès qu'on peut obtenir sur ce genre d'activité, hein. Hmm. Et puis bah voilà, et essayer d'être consistant sur ces activités holistiques le reste du temps, c'est-à-dire en gros bah, développer, ouais, cumuler un grand nombre d'heures de vol, que ce soit en wing, en dog start, en ce qu'on veut, en fait, en gros, pas arriver complètement rouillé sur ce genre d'activité, sinon en général c'est un peu plus pénible. Hmm. Bah écoute, je te remercie pour m'avoir alloué ce temps-là, Richard. Avec plaisir. Et où est-ce qu'on peut te suivre et suivre l'actu AFS? Et bah, l'actu AFS, bah, sur les réseaux sociaux, hein, AFS Polling, un site internet aussi, une page Instagram, tout le reste. Moi, j'ai un Instagram, Boudia Richard Ouais. aussi, sur lequel je poste de temps en temps. Il y a la chaîne YouTube aussi, bien sûr, d'AFS, hein, qui est assez active. D'accord, bah je mettrai les liens dans la description en tout cas. Super. Je te remercie pour l'interview.